Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément. Si c'est pour la culture, on a déjà donné, supplément qui nous permet de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Casanova. Jean-Claude Casanova, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, enfin co-directeur maintenant de la revue Commentaire, mais vous avez longtemps été le seul directeur. Et la revue Commentaire, dont je voudrais vous demander de nous dire quand et comment et dans quel but elle a été fondée. Elle a été fondée en 1978, donc préparée en 1977. Et il y a deux événements extérieurs qui l'ont provoquée, si j'ose dire. Le premier, c'est que Raymond Aron avait quitté le Figaro. Et donc, lui-même, ses amis, ses élèves ont eu le sentiment que nous manquions de moyens d'expression. Et d'autre part, il y avait une jeune revue qui a duré 4 ou 5 ans, qui s'appelait Contrepoint, qui avait été créée par Georges Lébert et Patrick Devedjian, et à laquelle s'étaient ralliés les élèves et les amis d'Aron. Et cette revue a eu des difficultés et du point de vue des élèves d'Aron ou des amis d'Aron, a disparu. Et donc, parce que nous pensions que la situation politique était grave. Aujourd'hui, tout paraît paisible et tout s'est bien passé, mais tel que nous le vivions en 77-78, il y avait en France, François Mitterrand avait organisé une coalition avec le Parti communiste qui était très puissant à l'époque, qui ramassait environ 20% des voix. Et avait un programme qui nous paraissait absurde, qui était le programme commun. Donc il y avait une situation politique intérieure qui nous paraissait grave et une situation internationale qui nous paraissait également grave. C'est la période de l'entrée des soviétiques en Afghanistan, de durcissement de l'Union soviétique. Et donc disons que dans la tradition de ce qu'avaient été les positions politiques d'Aron, qu'il avait exprimées dans Preuve, dans le Contrat social, la revue de Boris Souvarine, etc., nous avons voulu faire une revue et elle a paru, le premier numéro a paru en mars 78. Et pour la définir à l'époque, c'était une revue libérale avec l'idée que le libéralisme devait se battre, qu'il y avait des adversaires présents, qui était en gros l'occupation soviétique de la moitié de l'Europe centrale, la puissance du Parti communiste en France et l'alliance qui nous paraissait contre nature entre les socialistes, une partie des radicaux et les communistes. Quelle est la place dans l'histoire intellectuelle, dans l'histoire politique, dans l'histoire littéraire de France? Quelle est la place des revues? Je crois que c'est une invention anglaise, la revue, si vous voulez. Au XIXe siècle, au XVIIIe et au XIXe, le modèle de la revue, à la fois politique et littéraire, c'est-à-dire une revue qui s'engage et qui en même temps participe au débat intellectuel, c'est une tradition anglaise que la France imite très vite avec une très grande revue du XIXe, qui est la revue des Deux Mondes, d'autres revues, puis la revue de Paris, etc. Et la revue tient une position intermédiaire, je crois utile et je crois encore nécessaire aujourd'hui, une position intermédiaire entre le journal et le livre. Et à partir d'une idée très simple, c'est qu'en une dizaine de pages, on peut exprimer beaucoup de choses qu'on ne peut pas exprimer dans un journal, parce que c'est trop long pour un journal. Et puis un journal est nécessairement plus près de l'actualité, une revue prend nécessairement du recul, et la diversité des opinions, la diversité des analyses, la diversité des points de vue exige la revue dans laquelle on trouve plusieurs articles. Si vous voulez, il y a un public qui ne veut pas nécessairement se plonger dans un livre sur telle question, mais qui veut aborder plusieurs questions de façon plus brève que dans des livres. Donc je crois qu'il y a une espèce de nécessité intellectuelle et politique à la notion de revue. Alors est-ce que les techniques modernes le modifieront ?
Je ne crois pas. Je regarde les revues américaines, par exemple, je suis très frappé de l'évolution de Foreign Affairs, qui a été longtemps une revue spécifiquement internationale et qui devient aujourd'hui une revue de politique générale. Ils ont 6 numéros par an, si vous voulez, et on trouve tous les problèmes qui se posent aux États-Unis et au monde, sauf les problèmes littéraires et artistiques. Mais il y a eu une évolution de Foreign Affairs, revue spécialisée, en revue générale. Parce qu'il faut dire qu'en même temps, les revues universitaires, à cause de l'extension de l'université, se sont très spécialisées. Ce sont des revues dans lesquelles on écrit, mais que personne ne lit. Parce qu'elles sont trop spécialisées, si vous voulez. C'est des revues qui publient des articles nécessaires à la promotion des chercheurs et des universitaires. Comme la division du travail fait qu'ils sont extraordinairement spécialisés, ils ne sont lus que par les spécialistes, et les spécialistes sont en très petit nombre. Donc, les revues, personne ne lit plus l'American Economic Review, mais tous les économistes américains écrivent dans l'American Economic Review. Et vous définiriez Commentaire comme une revue de politique générale ou la définiriez comme une revue avec un... Je la définirais comme une revue politique en prenant la politique au sens très général de la vie dans la société. Et donc, elle essaye aussi de participer à la réflexion sur les arts, sur l'évolution de la société, sur les mœurs, etc. Mais son axe central est quand même la réflexion sur la vie politique. Et je vous disais qu'elle s'est créée dans un combat qui s'est terminé avec l'effondrement de l'Union soviétique et la disparition de la menace communiste. Et 2 fois dans notre histoire, nous avons dit, est-ce que nous continuons ? Quand Raymond Aron est mort, il était l'inspirateur, si vous voulez. Il ne s'occupait pas du fonctionnement de la revue, mais je le voyais toutes les semaines et on discutait de ce qu'il devait y avoir dans la revue. Quand il est mort, on s'est dit, est-ce qu'on continue ou non sans lui ? On a décidé de continuer. Puis quand il y a eu l'effondrement communiste en 89-90, on s'est réunis à nouveau et on s'est dit, est-ce qu'on continue ou non ? Bon, la guerre froide est gagnée, donc est-ce qu'on continue ? Et je suis assez content du choix qui a été fait, parce que je crois que nous avons eu raison. Nous nous sommes dit, désormais, le problème, c'est la démocratie, parce que la démocratie face à elle-même, elle n'a plus d'adversaire, il n'y a plus de national-socialisme, de fascisme, de communisme, etc. Mais la démocratie est face à elle-même, et la démocratie se corrompt facilement. Et donc, depuis, si vous voulez, notre axe politique, c'est... comment faire en sorte que les régimes libéraux persistent malgré les risques de corruption de la démocratie. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez devenu co-directeur de Commentaire après en avoir été seul maître à bord. Ça veut dire que la suite est postulée et que la poursuite est organisée. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques-uns des noms. Alors évidemment, c'est arbitraire et ce sont d'une certaine manière les noms que je retiens, ou plus exactement dont je pense que je les retiens, mais que ceux qui nous écoutent les retiennent ou les ont retenus aussi, et qui ont été dans les collaborateurs réguliers de Commentaire. Et je pense à Marc Fumaroli, puisque vous avez dit que loin de s'intéresser uniquement à la politique, vous êtes aussi intéressé et à la société et à son évolution. Et j'aimerais que simplement vous nous disiez ce que vous avez retenu de votre collaboration et de votre amitié, je crois, avec Marc Fumaroli. Marc était au début avec nous. Et au début, si vous voulez, il s'exprimait sur quoi il avait envie de s'exprimer. Il a commencé par la chronique théâtrale, si vous voulez, c'est ce qui l'intéressait. Puis, il a continué. Il a fait, par exemple, une très longue série dans Commentaire qu'il a ensuite édité en livre, dont le titre venait de Commentaire, était « Quand l'Europe parlait français ». C'est-à-dire qu'il a pris les grands personnages du XVIIe et du XVIIIe siècle, consacrant à chacun d'entre eux, écrivains, hommes politiques, ecclésiastiques, peu importe, si vous voulez, écrivant sur chacun d'entre eux une chronique très brillante qui a donné un livre. Et puis est arrivé un livre que vous avez connu, Philippe, qui est l'état culturel, parce que, je dirais, Marc était un garçon qui réagissait. Et donc,
1980 arrive et dans les conséquences de 1980, de l'élection de François Mitterrand, il y a l'apparition au ministère de la Culture de Jacques Lang et une espèce de prolifération d'une extension, si j'ose dire, de la notion de culture, les tags, la nuit de la musique, toute une série, et Marc a éprouvé un sentiment d'agression, si vous voulez. Et du coup, il a réagi, et progressivement, ces réactions se sont organisées en une réflexion générale sur l'apparition dans la société moderne d'une forme de religion séculière, si vous voulez, qui est la religion culturelle, une espèce de sacralisation où tout devenait culture, mais où, bien évidemment, à cause de la démocratie d'ailleurs, comme on veut étendre la notion de culture, que tout le monde doit participer à la culture, que tout le monde est à la fois consommateur de culture et producteur de culture, ça aboutit nécessairement à une forme culturelle qui nie les différences de qualité et qui égalise, qui uniformise, qui simplifie. Et comme il avait une vision plutôt plus héroïque, plus hiérarchisée, plus favorisant davantage l'exceptionnel par rapport à l'ordinaire, il a construit un livre, L'État culturel, qui est une critique des formes culturelles des démocraties modernes. Et en dehors de cette intervention, j'allais dire à chaud, c'est pas tout à fait l'expression appropriée, mais enfin c'est en tout cas sur quelque chose qui était en train de se passer. Quelle a été la nature de sa collaboration à Commentaire et des articles qu'il vous a donnés? À partir de ce moment, si vous voulez, il n'était plus seulement un professeur de littérature française spécialiste du XVIIe siècle, il devenait un homme engagé dans le débat politique et il a continué à nous donner des articles, mais il était un peu une de nos vedettes et donc c'était en fonction de ce qu'il écrivait que nous publions ces textes. Donc il a collaboré à Commentaire de 1978 à 2020, sa mort, si vous voulez, et il a publié un peu plus de 100 articles, et donc pratiquement un article tous les 2 numéros. Autre signature de Commentaire moins connue, Alain Besançon. Alain, lui, était dès le départ aussi. D'ailleurs, c'est par Alain que nous avons connu Fumaroli, parce que Alain était ami de Crouzet et de Fumaroli, et ces 3 jeunes garçons, à l'époque, faisaient leur thèse et fréquentaient la Bibliothèque nationale. Donc Alain est venu avec Crouzet, qui ensuite est reparti, grand spécialiste de Stendhal, et Marc. Alors Alain, lui, avait été, comme beaucoup de gens de sa génération, un bref instant de sa jeunesse communiste, mais comme François Furet, Annick Rigel, Emmanuel Leroy-Ladurie, Denis Richer, ils avaient quitté le communisme entre 54 et 56 et ils étaient devenus des anticommunistes militants. Et donc Alain poursuivait à la fois une œuvre d'historien et d'interprète de l'évolution du communisme et en même temps une œuvre personnelle, si vous voulez, et il a joué un très grand rôle, d'une certaine façon, un plus grand rôle que Marc dans la revue, puisque lui se sentait davantage concerné et par le combat, et puis ensuite par l'évolution de la société. Il est historien de métier et historien du monde moderne, si vous voulez, du 19e et du 20e, et donc il était tout à fait au cœur de nos discussions et de nos publications. Vous avez mentionné, en plus du nom d'Alain Besançon, vous avez mentionné d'autres noms d'historiens, François Furet, Emmanuel Leroy-Ladurie, Denis Richer. Quelle place donnez-vous à l'histoire dans la revue? C'est la première partie de ma question sur l'histoire. Et la deuxième, c'est comment est-ce que vous voyez
l'évolution ou l'involution, je ne sais pas, de l'enseignement de l'histoire dans l'enseignement supérieur, puisque vous avez été président de la Fondation des sciences politiques. L'histoire, si vous voulez, nous la considérons de façon assez classique selon une formule, je crois que c'est une formule de Croce, le philosophe italien, qui dit l'histoire contemporaine, c'est-à-dire toute l'histoire. Autrement dit, nous n'hésitons pas à publier des articles qui concernent le 19e siècle, mais l'Antiquité également. Et dans le dernier numéro de commentaires, il y a un article sur Alexandre et un article de Fumaroli, d'ailleurs, sur Fénelon. Avec cette idée que l'histoire, ce sont les questions que les hommes modernes posent au passé. Et dans les questions qu'ils posent au passé, ils cherchent évidemment à résoudre leurs problèmes. Donc, l'histoire, pour nous, c'est quelque chose qui sert à comprendre ce qui se passe ou ce qui se passera en regardant le passé, avec une idée très simple qui vient d'Aron, qu'il a démontré, mais qui existait chez de grands auteurs précédents Aron, c'est que l'histoire n'est pas une évolution nécessaire. Le passé a été un présent. Le présent est toujours incertain. Nous ne savons pas ce que sera l'avenir et nous ne savons pas les conséquences des décisions que nous prenons. Et donc le passé a été un présent. Et quand on regarde Alexandre, ou quand on regarde Auguste, quand on regarde Jules César, ou quand on regarde Napoléon, puisqu'on était dans l'année du bicentenaire, on sait qu'ils ont pris des décisions dont ils ne connaissaient pas les conséquences et que les décisions qu'ils ont prises ont eu des conséquences qui pèsent encore, etc. Donc l'histoire nous intéresse comme champ d'expérience à la réflexion politique. Alors, comment est-elle aujourd'hui dans l'enseignement supérieur ? Je crois qu'elle résiste mieux que ne résiste ce qu'on appelle les sciences humaines ou les sciences sociales, qui sont plus facilement gagnées par l'idéologie. Malgré tout, l'histoire oblige à des contraintes. Les historiens sont un milieu moins... Si vous regardez d'ailleurs historiquement, la géographie, il y a eu une époque où tous les géographes étaient communistes, ce qui était absurde, si vous voulez. Ils glorifiaient, j'ai connu les géographes glorifiant la production agricole de l'Union soviétique. Et puis, maintenant, nous avons des sociologues qui sont plus des... Il y a des intermittents des sciences sociales, comme il y a des intermittents du spectacle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont 50% militants, 50% chercheurs, etc. L'histoire est plus solide. Elle maintient, je crois, ses traditions. Et alors, ce qui me gêne un peu, mais qui concerne la comparaison de la France avec l'Angleterre et les États-Unis, c'est qu'il y a en France moins de grands livres sur des grands sujets qu'on en voit en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a encore en Angleterre, aux États-Unis, une tradition où les historiens prennent de grandes questions, si vous voulez, le 19e siècle, le socialisme, etc., à cause de la division du travail, qui est la plaie de l'université, la spécialisation. On trouve de moins grands livres synthétiques en France qu'autrefois, si vous voulez. Mais il ne faut pas désespérer. Je crois qu'il y a une nouvelle génération d'historiens qui est de grande qualité. Mais le milieu des historiens reste soumis à un certain nombre de règles, comme vous venez de le dire. Mais est-ce que l'enseignement de l'histoire a la place que vous lui avez connue quand vous avez été vous-même lycéen, puis étudiant, puis professeur, ou est-ce que sa place est précisément en partie prise par les sciences humaines ou par ce qui, ici ou là, peut tenir lieu des sciences humaines? Il y a un effet, il y a un élément positif, un élément négatif. L'élément positif qu'on voit j'ai regardé récemment les manuels d'histoire de l'enseignement secondaire. Alors, l'élément positif, c'est qu'ils sont plus globaux et plus internationaux qu'ils n'étaient dans ma génération. Dans ma génération,
on étudiait 3 fois la Révolution française, à trois moments, si vous voulez. Et puis on étudiait beaucoup, très jeune, en 6e et en 5e, l'histoire romaine et l'histoire grecque, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, l'histoire est plus mondiale. Moi, j'ai étudié par moi-même l'histoire de l'Asie, si vous voulez. Je n'avais eu aucun enseignement sur le bouddhisme, le confucianisme, l'histoire de la Chine ou l'histoire du Japon. Aujourd'hui, l'histoire est devenue plus mondiale, ce qui est un progrès. C'est lié, si vous voulez, à la réduction de la dimension relative de la France dans le monde, et c'est lié aussi à la perception d'une histoire mondiale, si vous voulez, qui correspond d'ailleurs au présent. Ça, c'est l'élément positif. L'élément négatif, mais c'est lié à la transformation du lycée, qui était le lycée français, était l'équivalent du collège anglais, si vous voulez, l'équivalent d'Oxford ou de Cambridge, jusqu'à 1950 ou 1960, c'est le lycée français. Et aujourd'hui, le lycée français, c'est l'enseignement de masse, c'est-à-dire que presque tout le monde passe, et donc la qualité, le niveau d'excellence qui est demandé est très au-dessous de ce qu'il était autrefois. Si vous prenez la dernière édition du Mallet-Isaac en histoire, aujourd'hui, c'est un livre qui correspond aux études supérieures. Ce n'est plus un livre de l'enseignement secondaire. Le manuel d'histoire d'aujourd'hui est moins riche, moins détaillé que n'était le Mallet-Isaac. Il est plus large, mais moins riche et moins détaillé. Mais la régression est très faible malgré tout. Si vous voulez, le manuel d'histoire est assez impressionnant encore aujourd'hui, et j'espère que qu'on lui donne que les professeurs d'histoire jouent un grand rôle dans les classes. L'idéal restant à mes yeux, si vous voulez, que la fin des études secondaires doit offrir à la fois un minimum de compétences scientifiques. Ce qui m'inquiète dans l'enseignement secondaire aujourd'hui, c'est la trop grande spécialisation de ce qui est purement scientifique, c'est-à-dire des mathématiques et des sciences expérimentales. Et qui vont là, les élèves qui sont capables de faire des mathématiques, et les autres ne savent plus rien, si vous voulez. Ça, c'est très dommage, parce que, évidemment, l'éducation, dans le monde, depuis très longtemps d'ailleurs, depuis la Renaissance, l'éducation, c'est à la fois les sciences et les lettres, enfin, et les humanités. Et donc, j'espère que l'histoire maintient sa place. L'éducation idéale me paraît une combinaison de mathématiques et d'initiation aux sciences expérimentales, plus les humanités classiques, c'est-à-dire l'histoire, les lettres, les arts et la philosophie. Il me semble que dans sa volonté, dans son habitude de rapport avec l'histoire, commentaire, utilise beaucoup la littérature, notamment sous la forme d'abondantes citations. Ce ne sont pas des maximes ou des choses, ces citations j'allais dire, on trouve facilement dans les journaux, mais vous parsemez la revue de citations, pas seulement littéraires. Certains nombres sont historiques, c'est parce que la plume qui les a écrites était une plume supérieure, qu'on peut les considérer comme littéraires. Mais ce rappel de l'histoire à travers la littérature est quelque chose qui vous est personnel, qui vous est votre propre formation, en dehors de celle, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes économiste, vous êtes professeur de faculté de droit, vous êtes économiste, mais on ne peut pas dire que l'économisme soit une caractéristique de commentaire. C'est plutôt le goût de l'histoire, le goût de la littérature, sans compter évidemment celui que vous avez décrit tout à l'heure, de l'analyse du moment. Non, il y a beaucoup d'économies, si vous voulez. Il y a même certains de nos lecteurs nous le reprochent, parce que l'économie implique nécessairement un langage technique. Mais l'économie, le monde moderne se définit par la division du travail. Et la division du travail, c'est la productivité, l'investissement, etc. Donc il faut faire de l'économie pour comprendre ce qui va se passer. Mais vous faites allusion aux œuvres littéraires. Je crois que c'est très important. Je crois que
si un jeune garçon veut comprendre la Révolution de 1848, mon premier réflexe n'est pas de l'envoyer regarder un manuel d'histoire, mais de lui faire lire l'éducation sentimentale. Et, et si quelqu'un s'intéresse à Jules César, mon premier réflexe est de lui faire lire le César de Shakespeare. Alors, il étudiera ensuite un manuel d'histoire, mais chez les grands écrivains, chez les observateurs, chez les mémorialistes, chez ceux qui voient, qui observent, qui décrivent ce qu'ils observent, qui interprètent, il y a, je crois, une très grande source d'enrichissement et de culture. Le 19e, si on veut comprendre le 19e siècle, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant, sans vouloir établir de hiérarchie littéraire ou savoir quel est le plus grand, peu importe, sont indispensables pour comprendre. Et donc, ces citations dont je m'occupe depuis le début, si vous voulez, mais c'est un travers de jeunesse. Mon père était gros lecteur, je suis moi-même très gros lecteur et accumulateur de livres. Et très jeune, mon père m'a dit, quand un passage te paraît intéressant dans le livre, sur la page de garde, note la référence. Et donc, depuis l'âge de 14 ou 15 ans, quand je lis, je note sur la page de garde des passages qui m'ont paru importants. Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre de ma bibliothèque pour trouver des citations utiles dans commentaires. Alors, à propos de commentaires, ayons des préoccupations plus triviales. Comment vit économiquement une revue? Du soutien d'un éditeur? Nous vivons sur le marché, c'est-à-dire que nous vivons parce que des gens s'abonnent et achètent la revue. Si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions pas vivre. Sur nos 40 années d'existence, nous avons été plus d'une vingtaine d'années en excédent, parfois en déficit, avec des déficits très faibles. Nos déficits sont autour de 10 à 15 à 20 000 euros. Et à ce moment-là, il y a une société des amis de commentaires dans laquelle des amis ont mis des contributions. Nous avons un ami qui est mort et qui nous a inscrit sur son testament, etc. À ce moment-là, la société des amis de commentaires comble le déficit. Mais la revue s'arrêterait si elle n'avait pas de lecteur. Nous n'appartenons pas à un éditeur. Quand nous nous sommes créés, Bernard de Fallois, qui nous a aidés, nous a dit « Une revue, ce n'est pas bon pour un éditeur, ça coûte de l'argent. Alors je vous aide, je vous apprends le métier, il m'a appris à fréquenter les imprimeurs, je sais faire une revue, si vous voulez, mais il m'a dit « Gérez vos abonnements et passez des contrats pour diffuser ». Alors aujourd'hui, nous nous diffusons nous-mêmes, si vous voulez. Nous avons choisi 100 libraires et à ces libraires, nous envoyons la revue, la vendent. Et nous gérons nos 2 à 3 000 abonnés et nous développons nos activités numériques qui deviennent une part importante de nos ressources, c'est-à-dire que nous avons désormais beaucoup d'acheteurs et de lecteurs en numérique. Ces 3 000 abonnés se complètent avec combien de lecteurs en moyenne par numéro? Écoutez, nous tirons... Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a une part numérique qui est plus difficile à mesurer. Mais si on reste sur la part papier, si vous voulez, nous avons tiré longtemps 6 000 exemplaires, nous tirons autour de 5 000 exemplaires. Sur ces 5 000 exemplaires, nous en mettons 3 000 à 3 200 en abonnés ou en service, les gens qui reçoivent la revue. Et puis, nous en mettons un peu moins d'1 millier auprès de nos libraires associés, si j'ose dire, qui savent à l'avance le nombre d'exemplaires qu'ils vont recevoir, et un autre millier auprès de ce qui a remplacé les NMPP. Nous avons un nouveau distributeur qui le place dans les kiosques, etc. Alors, dans ce que nous plaçons en librairie, nous vendons à peu près tout. Dans ce que nous plaçons en diffusion générale, là, nous ne vendons qu'un exemplaire sur 2, ce qu'on trouve dans les kiosques, dans les grands kiosques des villes ou dans les gares ou dans les aérodromes, si vous voulez. C'est évidemment plus aléatoire. Mais c'est l'abonnement, c'est-à-dire celui qui paye à l'avance 1 an de la revue, 4 numéros donc, ou 2 ans ou 3 ans,
qui est notre interlocuteur principal. Et puis alors, nous avons maintenant un site sur lequel on peut lire la revue, acheter un article ou acheter le numéro entier. Et nous avons Cairn également, une association avec Cairn et les bibliothèques, par exemple. Les grandes bibliothèques s'abonnent à Commentaire par l'intermédiaire du site ou de Cairn. Et là, nous avons un public qui devient croissant. Et personnellement, nos amis du débat se plaignaient du fait que les gens achètent simplement un article. Moi, je trouve ça normal, si vous voulez, parce que tout simplement, je le pratique. De temps en temps, il m'arrive d'aller sur le site d'une revue anglaise ou américaine et d'acheter un article parce que je veux lire un article sur telle question. Et donc, je trouve tout à fait normal que certains articles de commentaires soient achetés. Parfois, nous mesurons d'ailleurs le succès de nos auteurs et le succès du thème qui a été choisi. Il y a certains articles dont, brusquement, en 15 jours, nous vendons 400 à 500 exemplaires. Le bruit s'est répandu que l'article était intéressant et les gens achètent l'article sans acheter l'ensemble du numéro. Alors, évidemment, nous vendons ça 2 ou 3 euros. C'est pas ça qui nous enrichit énormément, mais quand même, quand on additionne, ça, c'est une ressource importante pour la revue et surtout, ça fait lire l'article. Une fois, nous avions publié une enquête sur l'enseignement des mathématiques. Manifestement, nous avons touché là un public spécifique et il y a eu des achats spécifiques de ces articles. Et nous sommes très contents que cela se fasse parce que il y a une diversité des publics et nous souhaitons, nous adressons au public généraliste, c'est-à-dire à des gens qui veulent lire à la fois sur la politique, sur la société, sur l'histoire, sur l'économie, etc. Et aussi, nous nous adressons à des gens qui s'intéressent plus particulièrement à une question et qui sont heureux de trouver chez nous un article sur tel sujet. Depuis 1978, qu'est-ce qui vous aura frappé comme évolution de votre public et de la demande, de l'intérêt du public pour ce que Commentaire propose ? Je crois... Nous avons un public qui a vieilli avec la revue, nous avons donc un public ancien, nous recevons des lettres en disant « je suis abonné depuis X années », etc. Nous avons un public d'étudiants que nous mesurons tout simplement parce que nous avons un tarif étudiant, et donc nous avons un public étudiant qui se maintient, qui correspond à 10 ou 15% de la vente de la revue, c'est des gens qui nous demandent la réduction étudiant, si vous voulez, et nous avons un public non parisien. Nous vendons beaucoup d'exemplaires en librairie dans les grandes librairies parisiennes, mais nous avons un public de gens cultivés en province ou dans ce qui reste de la francophonie cultivée, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse et l'Italie du Nord, où nous avons des acheteurs, des abonnés de commentaires, si vous voulez, et nous avons des abonnés dans les grandes bibliothèques étrangères, si vous voulez. Alors, avant de nous séparer, vous avez évoqué le soutien que l'éditeur Bernard de Fallois avait apporté à la création de commentaires. J'aimerais, après avoir évoqué Marc Fumaroli, après Alain Besançon est toujours en seconde, mais Bernard de Fallois n'en est plus. J'aimerais que vous disiez un mot de ce personnage très peu connu, très peu présent dans la vie sociale. Il n'a publié que 2 livres, l'un sur Simenon et l'autre sur Proust, mais ce sont des livres court mais décisif, absolument. On aime encore mieux Simenon quand on l'a lu et on aime encore mieux Proust quand on a lu Bernard de Fallois. Il a d'ailleurs été un découvreur de Proust en partie. Enfin, il a publié des inédits de Proust qui n'arrivent pas à tout le monde. Et c'était un personnage qui mérite, je crois, qu'on évoque son souvenir avant de nous séparer. Oui, ça, il a joué un grand rôle. Il était ami d'Aron, c'est comme ça que je l'ai connu, avec mon ami Pierre Asner, qui était presque mon frère, si vous voulez, et il a suivi avec nous les cours d'Aron il y a très longtemps. Alors c'est un personnage tout à fait à part, et j'ai publié d'ailleurs dans le commentaire, j'avais un des chapitres de sa thèse, si vous voulez, qu'il nous avait donné il y a une éternité. Il ne voulait pas, je passais mon temps à lui dire il faut le publier, il ne voulait rien publier.
il avait un talent exceptionnel. Il a été un grand critique de cinéma, un grand critique littéraire. J'espère qu'on publiera un jour l'ensemble de ses articles de critique littéraire. Et on a publié maintenant ces textes, ce chapitre sur Proust. On a publié des inédits de Proust qu'il avait classés, en plus de Jean Santeuil et de Contre Sainte-Beuve, dont il a inventé le titre d'ailleurs. Et il avait fait une magnifique édition chez cet éditeur, chez Bertelsmann, vous savez, Oui. France Loisirs. Il avait fait une édition de Proust où chacun des volumes de la série, de la recherche, comprenait une préface explicative non signée, qui était de lui. Et je l'ai supplié pendant des années, j'ai toujours dit que c'était la meilleure introduction à Proust existant. Je la faisais photocopier pour la donner à mes amis, à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. Et alors, maintenant qu'il est mort, on l'a pu l'éditer sous son nom, si vous voulez, c'est la meilleure introduction, parce que Proust est un auteur très difficile. J'ai toujours constaté chez les étudiants qu'il y a un étudiant sur 5 seulement qui arrive à rentrer dans Proust. Il y a beaucoup de gens de grande qualité. C'est difficile d'entrer dans Proust. Et Bernard est le meilleur guide pour conduire quelqu'un qui aurait des réticences ou des difficultés et pour lui faire franchir le seuil. Et une fois que le seuil est franchi, on devient bien entendu admirateur. Alors il était un personnage, comme toujours, si vous voulez, la très grande modestie n'est pas très loin du grand orgueil. Et Bernard il était à moitié espagnol par sa mère et avait un côté comme ça, un peu hautain, si vous voulez, un peu séparé du monde. Mais c'était certainement un des hommes les plus intelligents et les plus admirables que j'ai rencontrés dans ma vie. Jean-Claude Casanova, merci. Je voudrais dire à nos auditeurs que s'ils veulent assister et participer à notre 200e émission, qui sera enregistrée en public le 4 juillet, le dimanche 4 juillet, à l'école alsacienne, ils peuvent s'inscrire dès maintenant sur notre site en cliquant sur le lien émission publique. Je voudrais aussi leur dire qu'ils peuvent consulter la liste des articles publiés par commentaire sur le site de la revue. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche pour l'émission d'analyse de l'actualité nationale et internationale et mercredi prochain pour un nouveau badar dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné.